Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga sera entendu demain jeudi au Conseil national de transition. Le chef du gouvernement se soumettra aux questions des membres du CNT sur l'état d'exécution du plan d'action gouvernemental. Que faut-il comprendre par cet exercice? Les explications au début de ce journal. Le programme alimentaire mondial soutient le projet assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux populations vulnérables des régions de Ségou et Mopti. Pour la mise en route du dit projet, le PAM a mobilisé plus d'1,790 milliard de francs CFA. Fait de société, ce soir, nous parlerons bien sûr du Bouranfana ou le plat spécial destiné à la belle famille. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 20 avril 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. La lecture de ce Conseil avec vous, Ibrahim Diombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant le registre social unifié. Les données concernant les différentes couches vulnérables consignées sur plusieurs registres étaient compilées à différents niveaux pour constituer le fichier national des groupes vulnérables. Pour une meilleure coordination et une gestion efficiente des projets et programmes sociaux, la première conférence nationale sur la protection sociale a recommandé l'extension du dispositif initial conçu pour consolider les données des bénéficiaires des filets sociaux aux bénéficiaires des régimes contributifs. Le registre social unifié est un système d'information et de gestion des données des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale ou de réduction de la pauvreté. Le projet de décret adopté institue le registre social unifié pour permettre aux partenaires de s'inscrire dans une dynamique d'intervention complémentaire pour la protection des personnes vulnérables. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du champ hippique et équestre de Bamako. Les projets de texte adoptés créent le champ hippique et équestre de Bamako sous forme de services rattachés à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique avec pour mission de favoriser la promotion et le développement du sport hippique et équestre. À cet effet, le champ hippique et équestre est chargé d'offrir un cadre pour mener des activités hippiques et équestres, d'organiser et d'abriter des événements hippiques et équestres en collaboration avec les services organismes concernés, de promouvoir la pratique des activités physiques, sportives et culturelles en lien avec le sport hippique et équestre, de participer à l'amélioration de la race chevaline. Ces projets de texte permettront, entre autres, de doter pour les 5 prochaines années le champ hippique et équestre de Bamako en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous le rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation est créé auprès du président de la transition avec pour mission de mesurer et d'apprécier l'exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Il est composé de 15 membres désignés sur des critères de moralité, de probité, de compétences et d'expérience avérées dans des domaines spécifiques en matière de refondation de l'État et doté d'une équipe d'experts et de personnel d'appui. D'une communication relative aux
projet d'enrôlement biométrique des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, dans l'objectif de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents publics et de rationaliser les dépenses publiques salariales. Les assises nationales de refondation ont recommandé de procéder à l'enrôlement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales dans le prolongement du programme de développement institutionnel deuxième génération en cours. Au regard de la nécessité d'harmoniser la démarche en vue d'une gestion efficiente des ressources de l'État, une commission a été créée en vue de la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines prenant en compte les données biométriques du RAVEC, et cela au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a approuvé la révocation du maire de la commune rurale de Zantibougou dans le cercle de Bougouni. Cette révocation intervient à la suite des conclusions des différents rapports de vérification et d'inspection et au regard de la gravité des irrégularités reprochées à l'intéressé. La présente révocation marque la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au recrutement à titre exceptionnel de personnes vivant avec un handicap. Ce recrutement à titre exceptionnel dans la fonction publique de l'État de 41 personnes vivant avec un handicap s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social et de la réparation d'une situation d'injustice dont les intéressés sont victimes depuis maintenant plusieurs années. Et sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'état des préparatifs de la formation des recrues de la fonction publique de l'État au service national des jeunes. La formation militaire durera 8 mois, dont 6 mois de formation commune de base et 2 mois de reprise en main conformément au calendrier élaboré en collaboration avec le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Cette formation obligatoire pour toute recrue est précédée d'une visite médicale dans des structures sanitaires agréé. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la situation d'occupation des logements administratifs à Bamako et des mesures envisagées pour rationaliser leur gestion. Dans le cadre de l'actualisation de la situation des logements administratifs, la Direction générale de l'administration des biens de l'État a effectué, sur instruction du ministre chargé des domaines, une mission qui a porté sur 142 logements administratifs dans le district de Bamako. Les données recueillies par la mission font ressortir 52 logements dont la situation est conforme à la réglementation, 36 logements dont les occupants ne disposent pas de décision d'affectation ou dont les décisions sont expirées, 54 logements pour lesquels les investigations sont en cours. Et suite à ce constat, le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé des domaines de notifier par voie d'huissier aux occupants irréguliers un délai de 6 mois au-delà duquel les contrevenants seront expulsés. La mise en œuvre de ces actions entre dans les cadres de la rationalisation de la gestion des biens de l'État et s'étendra à toutes les régions administratives du pays. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Koutini Tunkara, ce sera tout pour ce soir. Merci et bonne suite du journal. Merci beaucoup Ibrahim Djombele. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est fin prêt. Il sera demain jeudi devant le Conseil national de transition. C'est un exercice de contrôle des actions du gouvernement qui garantit aussi bien les intérêts des populations que l'équilibre des pouvoirs. Voyons l'état d'esprit du chef du gouvernement avec Garibou Pérou. Placide, large sourire, le Premier ministre, sous l'œil de nos caméras, travaille avec sérénité. Dr Choguel Kokala Maïga est invité demain par le Conseil national de transition sur les questions d'actualité. Cet exercice auquel nous sommes conviés demain me semble être un exercice républicain
que le CNT met en œuvre dans le cadre de ses missions de contrôle du travail gouvernemental. C'est comme ça que nous voyons, parce que les deux institutions, le gouvernement et le Conseil national de transition, sont les deux pieds sur lesquels marche la transition. Et donc, je crois que le CNT est dans son rôle de demander au gouvernement, à travers les préoccupations des citoyens lambda, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que le gouvernement a fait du temps, des moyens et de la confiance que le CNT a placé en lui le 12 août 2021. Donc nous sommes vraiment dans notre rôle et le CNT dans son rôle. Nous sommes donc fin prêts pour cela. Message électronique, coup de fil, stylo rouge, le Premier ministre préoccupé parcourt les éléments de langage produits par les membres de son cabinet. C'est pour éviter les impairs devant les membres du Conseil national de transition. Nous, en ce qui nous concerne, nous, comme je vous dis, nous sommes prêts à tout moment. En fait, c'est dans une action dans laquelle on est au quotidien. Donc on n'a pas besoin même de préparation. En fait, on peut juste se retrouver pour mettre de l'ordre dans les idées. Pour le reste, attendons de voir ce que le CNT portera comme appréciation, ce qui va leur être dit demain. Les couleurs de questions d'actualité sont annoncées. Durant la séance, le banc du gouvernement sera occupé par Dr Choguel Kokala Maïga. Il doit convaincre les membres du Conseil national de transition et gagner davantage le soutien des Maliens. Vous le savez déjà, le Premier ministre sera demain au CNT pour une séance d'explication sur l'état d'exécution du plan d'action gouvernemental. En clair, les membres du CNT souhaitent avoir amples informations sur le processus de la transition avec à la loupe la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales ou encore la lutte contre la corruption. Que faut-il comprendre par cet exercice? Les explications avec Ibrahim Traoré. Grand oral du Premier ministre ce jeudi face au Conseil national de transition. Le chef du gouvernement est invité à répondre aux questions des membres du CNT sur la mise en œuvre du PAG, Programme d'action gouvernementale. Le document est adopté le 2 août dernier, 8 mois après. Où en est l'exécutif? S'est interrogé récemment le président du CNT, précisément à l'ouverture de la session d'avril de l'organe législatif. Les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé, Monsieur le Premier ministre. Cela est d'autant plus important que c'est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'exercice devrait permettre au Premier ministre de faire le point d'exécution des 4 axes de son PAG, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dr Choguel Kokala Maïga a d'ailleurs réuni la semaine dernière toute son équipe pour mieux préparer ce passage au CNT. Il s'agit d'avoir toute la matière première pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais je crois que la trame du débat doit être d'abord ce que nous allons dire. C'est important et c'est ça qui va être écouté en première ligne. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport aux différents axes? Dans tel dossier sur lequel on a dit qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Tous ceux qui ont des dossiers sur lesquels il y a des polémiques, il faut me faire des notes pour que je puisse répondre parce que ce n'est pas le ministre qui va répondre là. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Mais qu'est-ce qui différencie les questions d'actualité des autres mécanismes comme les interpellations ou les questions orales? Le Parlement n'a de pouvoir que sur le gouvernement et non sur le président pratiquement de la transition ou même le président de la République si vous voulez. Mais en la matière, parmi ces instruments de contrôle dont dispose le Parlement, vous avez évidemment les commission d'enquête, vous avez les questions écrites, les questions orales, l'interpellation et la forme de contrôle qui est en place aujourd'hui, en tout cas le schéma qui est arrêté, c'est une question d'actualité. C'est le mode à la limite classique d'information de l'opinion nationale par le canal du Parlement. Donc il s'agit pour, si vous voulez, permettre à tous les parlementaires
qui sont au niveau du Conseil national de transition de poser toutes les questions au Premier ministre. Ce n'est nullement une question de défiance, nullement une question de vote de confiance à renouveler au Premier ministre, mais établir un lien pour permettre au Premier ministre de venir devant le Parlement, expliquer, donner toutes les réponses à toutes les questions qui lui seront posées. Ces questions d'actualité adressées au gouvernement seront suivies certainement avec beaucoup d'attention par les populations. Dans les rues de Bamako, les citoyens ne cachent pas leurs attentes. Nous souhaitons que tout ce qui sera discuté et dit lors de ce passage soit quelque chose qui accalme la situation politique malienne d'abord, qui permet au Premier ministre de présenter quelque chose qui rassure les Maliens, notamment au plan sécuritaire et aussi au plan de la cherté de la vie. Il faut qu'il essaie de toucher vraiment à tous les domaines pour que ça puisse aller mieux bas. Les débats débutent à 9h30 et vont durer 5 heures. 2 heures pour les questions et 3 heures consacrées aux réponses. Des débats retransmis en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM. C'est communiqué à présent. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril en cours, une séance plénière se tiendra demain jeudi 21 avril 2022. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Question d'actualité sur la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2021-2022. 2. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h30 dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le président du Conseil économique et culturel en marge de sa tournée américaine pour recueillir les préoccupations de nos compatriotes a été reçu par l'ambassadeur représentant permanent du Botswana à l'ONU. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets. Écoutons Yacouba Katile au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Ali en Égypte, Boubacar, voilà Yacouba Katile. Le nouvel ambassadeur du Mali en Égypte, Boubacar Diallo, a présenté ses lettres de créance au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le diplomate malien a transmis au président al-Sisi les salutations de son frère, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les deux personnalités ont fait cas de la situation politico-sécuritaire du Mali. Le président Abdel Fattah al-Sisi a salué le courage et la détermination du peuple malien et du gouvernement de la transition face aux multiples défis. Le Salon international des fruits et des légumes à Berlin, en Allemagne, le Mali a pris part à ce rendez-vous économique international. C'est le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'unité de mise en œuvre du cadre intégré et l'Agence pour la promotion des exportations du Mali qui ont accompagné les exportateurs maliens à Berlin. C'était du 5 au 7 avril dernier. Ibrahim Khalil Togola. Voilà les acteurs mondiaux de la chaîne de valeur fruits et légumes réunis à Berlin pour le rendez-vous annuel sur le développement du secteur. La délégation malienne conduite par l'Agence pour la promotion des exportations au Mali expose les potentialités locales pour attirer les investisseurs. Pour ce salon 2022, 29e du genre, le Mali affiche une grande ambition, celle d'augmenter son volume d'exportation selon des accords de partenariat. Berlin répond aux aspirations des producteurs de la chaîne de valeur des fruits et légumes. À l'issue de sa visite des stands, l'ambassadeur du Mali en Allemagne, Sek Oumoussala, s'est dit impressionné par les efforts des autorités nationales pour accompagner les producteurs. Il convient de rappeler que le Mali participe à ce salon depuis 2008, toute chose qui contribue à augmenter les exportations maliennes vers l'Europe. L'unité de mise en œuvre du cadre intégré IMOSI, structure relevante du ministère de l'Industrie et du Commerce, est chargée de son organisation au plan local. Fin de l'atelier de validation de la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Au sortir des travaux de 2 jours, les initiateurs se disent satisfaits. Pour plus de précisions, écoutons Mohamed Lamine Aïdra, secrétaire permanent du cadre politique de gestion et de la crise du centre. Il est au micro de Drissa Kone.
L'objectif de l'atelier, c'était surtout de valider la stratégie de stabilisation du centre au niveau des départements ministériels et des services techniques, des partenaires techniques et financiers et des ONG. Donc, de ce point de vue, nos attentes ont été comblées. Il y a eu 4 groupes qui ont été formés et chacun des groupes a eu pour mandat de se pencher sur l'ensemble du document de la stratégie et dans un second temps de se pencher sur un axe parce que la stratégie est composée de 4 axes. Le premier axe c'est la sécurité, la paix, la cohésion. Le deuxième axe c'est la gouvernance et la justice. Le troisième axe c'est l'humanitaire et puis le règlement économique. Le quatrième axe c'est la communication et la coordination. Tous ces axes-là constituent des grands défis auxquels il faut faire face. Nous sommes arrivés quand même en 2 jours avec une gestion qui nous a permis à tous les niveaux et à tous les axes de sortir avec un plan relativement budgétisé. Je vous l'annonçais au début de ce journal, le programme alimentaire mondial soutient le projet assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux populations vulnérables des régions de Ségou et Mopti. Pour la mise en route du projet, le PAM a mobilisé plus d'1,790 milliard de francs CFA. Daouda Diakité. Le programme assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux populations vulnérables qui vient d'être mis en route à Mopti est financé par le PAM, programme alimentaire mondial à plus d'1,790 milliard de francs CFA. Il est exécuté par l'ONG humanitaire allemande Welthungerhilfe qui signifie pour un monde sans fin. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer vraiment à faciliter l'accès à la nourriture aux populations vulnérables. Le nombre de bénéficiaires ciblés, c'est plus de 75 000 bénéficiaires qui sont ciblés. Et la nature d'assistance, c'est beaucoup plus l'assistance alimentaire. Cette initiative qui cadre avec les priorités nationales est saluée par les autorités politiques et administratives de Mopti. Il importe de vous signaler que la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a de tout temps été une des préoccupations majeures des plus hautes autorités du pays. Je voudrais, au nom du gouverneur de la région de Mopti, remercier le PAM et WHH pour leur contribution afin d'assister les populations vulnérables des régions de Mopti et de Ségou. À noter que le projet assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux populations vulnérables, prévu pour une durée d'1 an, intervient dans les cercles de Barawili, en région de Ségou et Mopti. Remise de 500 000 vaccins Sinovac au ministère de la Santé et du Développement social. Le don est à l'actif de la République de Turquie sur les 15 millions de doses que le président turc a promis de fournir aux pays africains. Valentin Roger Diallo et Taïba Diawiakoui. Le vaccin reste le moyen le plus efficace contre le Covid-19 selon certains scientifiques. Et justement, c'est dans cet ordre d'idées que 500 000 doses de vaccins Sinovac sont offertes gracieusement par la République de Turquie à la population malienne. Ce don est le fruit d'une franche collaboration entre le Mali et ce pays frère. Mon président, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, lors du 3e sommet Turquie-Afrique en décembre dernier, demander à ce que 15 millions de doses de vaccins soient envoyées aux pays africains. Et je suis heureux que ces vaccins vont servir dans le cadre de cette campagne. Ces vaccins Sinovac sont à dose unique et de dernière génération. Ils seront administrés aux personnes âgées de 18 ans et plus. Par rapport à la population malienne, tout ce que nous pouvons leur dire, vaccinez-vous, 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 encore une fois. Et ça, c'est en dehors de la vaccination, les mesures barrières. C'est vrai que les résultats ne sont pas aussi catastrophiques pour le Mali, mais nous devons faire beaucoup d'efforts pour améliorer le taux de couverture vaccinale de la population malienne. Ces 500 000 doses vont venir renforcer considérablement les actions que nous sommes en train de faire, surtout que c'est un vaccin à dose unique, donc il n'y a pas de rappel. Donc on pourrait les amener dans les endroits reculés sans avoir à retourner. Donc merci beaucoup pour ça et je voudrais vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour les utiliser correctement, bien sûr avec l'appui de nos infatigables partenaires que je ne cesserai de remercier. Dans les jours à venir, d'autres doses de vaccins contre le Covid-19 sont attendues, informe le ministre en charge de la Santé. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 13 nouveaux cas positifs sur 688 tests réalisés, 6 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 101 patients sont sous traitement.
Fait des sociétés, ce soir on parle du Bourafana ou le plat spécial destiné à la belle famille. Cette pratique très ancienne dans notre société est en train de prendre une autre tournure. Suivant ce dossier signé Fatou Djabi, Makan Diakité et Tchedje Kamara. Offrir de la nourriture en période de Ramadan est une pratique initiée par le prophète paix et salut sur lui. C'est pourquoi il est fréquent de voir les gens offrir de bons plats à ses prochains. Cela en guise d'entraide. C'est pourquoi dès que le mois de Ramadan s'annonce, chacun doit offrir le sunakari, autrement dit un mets pour la rupture du jeûne à ses beaux-parents. L'on se pose généralement cette question: que vais-je cuisiner? Et ce plat doit être fait avec une attention particulière. Cela pour marquer la personne qui le reçoit. C'est dans cette optique que moi j'ai préparé un bon frite accompagné du bon poulet pour ma belle famille. Et les sucreries aussi sont sollicités. Donc j'ai accompagné mon plat avec un bon bissap et du jus de gingembre. Il est donc intéressant de savoir ainsi ce que dit la religion par rapport à ce geste. Le Bourafana, c'est selon ses moyens. Dans la religion musulmane, ce n'est pas une exigence ni une obligation. Et même sur le plan traditionnel, donner du Bourafana, ce n'est pas obligatoire. Justement, en parlant des us et coutumes, est-ce qu'ils rejoignent l'islam? Le Bourafana, c'est un geste de respect et de reconnaissance. C'est là, que ce soit envers les parents ou même des frères et sœurs de son époux. Un geste de respect, oui, mais loin d'être une obligation. C'est un geste que l'on fait quand on a les moyens. En aucun cas, ça ne doit être exigé. Et si ce n'est pas fait, les parents doivent plutôt chercher à savoir s'il y a un problème entre les époux. Le Bourafana cadre bien avec l'esprit de partage que prône l'islam. Cependant, la religion demande un plat à la dimension de notre pouvoir d'achat. Que ce soit du riz, du mil ou encore en liquidité, tout rentre dans le cadre de l'entraide. Si ce n'est pas une obligation de cuisiner, vous comprendrez aisément pourquoi en ce 21e siècle, les données ont changé, d'où le choix de Madame Malé. Cette année, j'ai décidé de donner de l'argent à la place de la nourriture parce que les temps sont durs. L'argent sera beaucoup plus bénéfique. Ça va droit au cœur et j'en suis très fier, très réconforté. Donner quelque chose en nature ou en espèces, alors c'est sensiblement la même chose. Par ailleurs, les conservateurs ne sont pas trop pour ce choix. Si tu donnes de l'argent, c'est comme commissionner la personne à qui tu dois du respect. Dans tous les cas, argent ou nourriture, à chacun sa conception du Bourafana. Et dans tous les cas, le geste réjouit les beaux-parents. À Bourem et en image à plus de 23 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important don de Aïdara Aïssata Sissé, dite Château, membre du CNT. Les dons composés de plus de 50 tonnes de vivres destinés aux populations et d'une quinzaine de lampadaires solaires. Le geste vise à soulager les populations en ce mois de Ramadan. L'objectif est aussi de soutenir les efforts des autorités de la transition en faveur des couches vulnérables. Le Centre mondial de l'agroforesterie et Enabel mettent bien sûr des centres ruraux à la disposition des populations des villages de Wakoro et Wolodi dans la région de Dioïla. Ces infrastructures ont été inaugurées hier. Elles ont pour but de contribuer à la sécurité alimentaire dans la région de Dioïla. Les récits de nos envoyés spéciaux, Awama Kamara et Seydou Sissoko.
Ouakoro et Wolodo, 2 villages de la région de Dioïla qui subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques, toute chose qui impacte la production agricole dans ces différentes localités. Les populations doivent leur salut au projet sur l'agriculture climato-intelligente, agroforesterie, un projet de ICRAF qui fait la promotion des cultures fourragères. En 6 mois de mise en œuvre, les fleurs ont produit les fruits attendus, parole de l'exécutif. Les centres ruraux, les ressources sont donc de véritables centres de partage, de vulgarisation agricole, d'apprentissage et surtout de formation des producteurs dans la gestion durable des ressources naturelles et le développement communautaire. Le projet s'achève ainsi et ouvre la voie à la mise en place de centres ruraux. Les centres ruraux sont nés d'un constat. On s'est rendu compte que les aspects de vulgarisation ont quelque part atteint leurs limites. Donc les centres de ressources permettent de réunir au sein d'un même centre différentes activités, que ce soit des activités agroforestières, que ce soit des activités qui ont trait au maraîchage. Les communautés viennent à ce centre-là pour se former, pour se ressourcer et bénéficier de ces dernières technologies-là qui leur permettront d'accroître leur résilience face aux effets néfastes du changement climatique. L'exploitation de ces centres doit permettre aux populations de mener des activités agro-silvopastorales et subvenir à leurs besoins. En clair, promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Les centres sont réellement adressés aux communautés rurales, les producteurs qui sont là, comment les aider à soutenir leurs moyens de production, comment les aider à rester réellement en productivité face à ces défis-là de nos jours. On a vu l'appauvrissement de nos terres, on a vu la baisse de la productivité. C'est pour pouvoir concrétiser quelques objectifs et de pouvoir démontrer très concrètement ce qu'il y a dans des grandes théories contre les grands défis de sécurité alimentaire, de changement climatique. Et donc ceci, c'est un projet quand même de grande envergure. L'un des volets les plus importants de ce projet, la création d'emplois. Déjà, 160 personnes travaillent sur la parcelle à Ouakoro. Les populations n'en demandaient pas mieux. Nous, les femmes de Ouakoro, sommes contentes. Nous allons en faire bon usage. Nous remercions les partenaires. La construction de ces centres ruraux vise à renforcer les capacités des acteurs locaux en matière d'adaptation, d'innovation et d'atténuation des effets du changement climatique. Un mot de sport avant de vous dire au revoir. En route pour les Jeux mondiaux qui se tiendront au Brésil du 1er au 15 mai, les Aigles Sourmiers souhaitent les conditions minimum pour mouiller les maillots et faire flotter haut les couleurs nationales dans le ciel brésilien. Salif Ouedraogo. Les Aigles Sourmiers multiplient les initiatives pour une meilleure prise en charge. Les revendications pour une participation honorable aux Jeux mondiaux sont entre autres d'ordre financier et matériel. À quelques jours de notre départ, nous n'avons pas encore les équipements nécessaires qui pourront nous permettre d'être performants au niveau du Brésil. Ces matériels sont les équipements sportifs, les maillots, les choisibles, les survêtements, parce qu'au Brésil il fait très frais. Maintenant, autre problème majeur aussi, c'est la prime des joueurs. Les vice-champions d'Afrique, hyper motivés pour leur première participation aux Jeux mondiaux, n'attendent que d'être assistés et accompagnés par les autorités et les fans de la discipline. On sait que si on a notre effectif total avec nous, je ne dis pas qu'on va prendre la coupe, mais on ira loin. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est pour prendre la coupe, pour être champion du monde. Avec votre concours et avec tous les Maliens, on est au mois béni du Ramadan. Priez pour nous, donnez-nous les bénédictions. Et vraiment, je sais que ces enfants, ils sont là, ils sont prêts pour ça, ils sont là pour ça. Je lance un cri de cœur à nos autorités de prendre toutes les dispositions pour que nous ayons nos primes avant notre départ pour le Brésil. Je demande aussi également à toute personne de bonne volonté qui souhaite nous assister ou nous aider, qui peut venir au stade Ouenzin ici. Nous sommes là jusqu'au 26. Logé dans le groupe C, le Mali doit composer avec l'Allemagne, les États-Unis, l'Irak et la Turquie. Notre équipe nationale des Sourmiers s'envolera le 26 avril prochain. La compétition est prévue du 1er au 15 mai à Rio de Janeiro au Brésil.
Le Mali fera son entrée en liste le 2 mai contre l'Allemagne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.